Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Virtal-Loriot, secrétaire académique du SNES Martinique. Bonjour Madame la secrétaire nationale. Académique, pas pardon, du nationale. SNES. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va très bien, même Malgré si... tout ce qui se passe, vous pouvez vous rapprocher un peu du micro. Voilà. Oui, naturellement. Malgré tout ce qui se passe en ce moment à la Martinique, vous n'êtes pas Bien évidemment, perturbé? Bien évidemment, c'est extrêmement difficile en ce moment, Oui. ce qui se passe sur le territoire. Tout le monde est perturbé, mais à titre personnel et à titre en termes de santé, je vais très bien. Oui, alors vous parlez de santé justement. Est-ce que c'est pas anxiogène? Est-ce qu'en ce moment, les Martiniquais, pendant 2 ans, là maintenant, il y a des gens qui ont peut-être besoin de voir des psychologues parce que c'est vraiment, c'est une douleur, c'est ça. Moi, je vais plutôt parler de nos élèves. Hein. Ils sont en grande difficulté parce que j'ai échangé avec beaucoup de parents, notamment, qui me disaient qu'il y avait des problèmes de sociabilité de plus en plus des enfants, puisque avec les confinements, avec toutes les difficultés que l'on a connues, les enfants, ils ont moins de contact avec leurs camarades. Et la sociabilité en prend un coup. Il y a de vrais problèmes psychologiques sur lesquels on devra se pencher pour pouvoir essayer de venir à bout de ces difficultés-là. C'est vrai que la situation est particulièrement anxiogène. Oui. Alors, comment ça se passe? Ça fait 4 semaines maintenant, la rentrée à peu près. Là, déjà, à nouveau, vous êtes en télétravail, en fait? Enfin, en télétravail. Vous faites des cours à distance. Voilà. Alors, c'est vrai, on a eu une rentrée retardée, première chose, à cause de la situation sanitaire. Ensuite, on a, en tout cas, au collège et au lycée, certaines classes de collège et au lycée, on a fonctionné beaucoup en demi-jauge jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et c'est seulement depuis les vacances de la Toussaint, le retour des vacances de la Toussaint, qu'on fonctionnait à peu près normalement en jauge complète. Et puis, il y a le mouvement social en Martinique qui fait que l'incapacité de prendre les routes, hein, tout simplement, d'arriver dans des établissements scolaires, fait qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires qui sont fermés. Alors, pas tous, hein. Je viens de lire un titre qui fait dire qu'il y a 50% d'établissements scolaires qui sont fermés. En tout cas, dans le second degré, que je connais le mieux, j'ai l'impression qu'on est bien au-delà de 50% parce qu'on fait le point tous les jours avec nos secrétaires de S1. Ce sont les secrétaires d'établissement qui nous disent que pour la plupart, les établissements ils sont fermés. J'ai l'impression qu'on est dans du 90% dans le second degré d'établissements qui sont fermés. Mais il y a énormément de travail qui est fait par les collègues pour pouvoir travailler en distanciel avec les élèves. On est un petit peu habitué, même s'il y a vraiment, vraiment des difficultés que ça pose quand on travaille en distanciel, en matière d'équipement, Internet, d'accès à Internet, de connexion stable. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes que ça pose, mais les collègues font énormément de travail pour pouvoir garder le contact. Je crois que c'est la chose la plus importante qu'il faut dire, hein, et notamment aux parents qui nous regardent, qu'il faut garder le contact avec nos élèves. Et puis, il faut aussi que tout le monde aille de manière plus régulière sur Pronote, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est envoyé par l'ensemble des collègues pour pouvoir essayer de maintenir ce lien-là. Ce n'est pas facile. Alors, ça s'appelle comment? Pronote? Pronote, c'est en fait une plateforme qui nous permet d'échanger avec les élèves, les parents. Et les parents entre professeurs hein? aussi. Oui, les parents sont au courant. Il y a des codes qui sont donnés aux parents au début de l'année, des codes qui sont donnés aux enfants pour pouvoir accéder à leur espace, pour pouvoir échanger avec les professeurs, avec la vie scolaire, avec le chef d'établissement par cette plateforme-là. Parce que ça me rappelle de mon temps, il y avait un carnet de correspondance. Souvent, il existe toujours. Souvent qu'on ne donnait pas aux parents pour que les parents ne voient pas ce qui il existe toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de l'informatique, on a des choses aussi, heureusement, avec les temps que nous connaissons, il y a des plateformes qui nous permettent de parler plus directement aux parents, mais il faut absolument que tout le monde y mette du sien et regarde beaucoup plus régulièrement la plateforme. Moi-même, j'ai envoyé du travail hier et quand je regarde le nombre de personnes qui se sont connectées et qui ont vu, ça me laisse un peu pantoise. Donc, il faut vraiment qu'on fasse tous l'effort collectif de regarder Pronote pour maintenir les enfants dans une activité intellectuelle et scolaire. Il y a beaucoup de personnes de connectées ou pas assez? Pas assez de personnes connectées qui regardent au quotidien. Il faut au moins regarder une fois par jour. Est-ce que ça vous donne plus de travail, finalement, de travail dans ces conditions? Oui, ça donne... alors, peut-être pas plus de travail, mais un travail très différent. Oui, en fait, on peut dire plus de travail, si on regarde bien, parce que la plupart des collègues, ils ont préparé leur cours pour du présentiel.
Et c'est pas du tout la même chose quand on le fait en distanciel. Oui. Donc, alors, il y a certains qui font des classes virtuelles qui n'ont aucun caractère obligatoire. Hein. Ça veut dire qu'on essaye de se voir véritablement avec les caméras, etc., des ordinateurs. Ils font des classes virtuelles, mais qui n'ont aucun caractère obligatoire en termes réglementaires, tout simplement. Et puis, il y en a d'autres qui envoient du travail sur Pronote, qui font des devoirs. Il y a tout un ensemble de choses. Je sors justement d'un conseil pédagogique du lycée Schellcher où les collègues développent un ensemble de choses tellement intéressantes qu'ils font avec les enfants, mais malheureusement, l'école Internet ne sera jamais aussi bien que l'école en présentiel. Quand vous parlez du lycée Schellcher, vous ne parlez pas de la structure, le lycée physique qui est en construction, c'est pas de ça que vous parlez. Je parle du lycée administratif, le lycée Schellcher, parce que le lycée Schellcher, on s'est suffisamment battu pour qu'il existe. Oui. Donc, la structure administrative existe. Nous n'avons encore aucune indication sur le moment lors duquel on va déménager. Alors, vous allez déménager, mais est-ce qu'il va encore s'appeler lycée Schellcher ou bien il sera débaptisé? J'entends ça et là qu'il faudrait donner un autre nom à ce lycée Schellcher. Qu'en pensez-vous en tant qu'enseignante et puis en tant que syndicaliste? Sincèrement, pour l'instant, la chose que je peux dire, c'est qu'il y a des instances qui vont se positionner au moment où ça nous sera proposé ou pas. Ou pas. En tout cas, à l'intérieur de la structure lycée Schellcher, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ce nom. Oui. Cependant, il y a des débats aussi au sein de la société martiniquaise dont on se saisira au moment. Cependant, pour l'instant, je ne peux pas donner le résultat d'un vote que nous n'avons pas encore effectué, d'une question que nous n'avons pas encore saisie. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont attachées à ce nom de lycée Victor Schellcher. Il vous sera rendu quand, ce lycée? Il faudrait demander à la collectivité territoriale. Pour l'instant, nous avons vu un certain nombre d'articles qui sont parus dans la presse. J'ai ouï dire qu'il y avait une réunion qui serait prévue avec la communauté éducative. Nous attendons toujours. Nous sommes bien évidemment à l'entière disposition de la CTM pour pouvoir échanger sur notre prochain déménagement, puisque nous sommes les premières personnes qui devraient être au courant. Alors, on a entendu parler de février, mais bon, d'autres personnes disent plutôt que ce sera la rentrée 22. On a plutôt l'impression que ce sera la rentrée prochaine. Hein. On a plutôt cette impression, eu égard à ce qu'on a lu aussi concernant les travaux, l'avancée des travaux. Donc, on a plutôt l'impression que ce sera l'année prochaine. Cependant, entre une impression et la réalité, on n'en sait strictement rien. Donc, nous attendons. Ça peut être plus loin que la rentrée prochaine? Je n'en sais strictement rien. Le BTP, c'est pas vraiment mon domaine, donc il faudrait demander aux personnes qui sont spécialistes. Pour l'instant, vraiment, on espère que ce sera au moins la rentrée prochaine, parce que les conditions dans lesquelles on travaille sont très difficiles. Oui. Alors, et les élèves qui sont les moins doués, j'ai envie de dire, lorsque vous faites un cours en présentiel, vous voyez bien que tel ou tel élève a peut-être besoin d'un suivi particulier. Est-ce que vous arrivez à ressentir ça lorsque vous travaillez par ordinateur? Bien évidemment, que c'est aussi toutes ces questions-là qui sont liées à notre travail en distanciel. Les élèves qui sont les plus en difficulté en présentiel sont encore plus souvent en difficulté en distanciel. Parce que souvent, quand il est en difficulté en présentiel, le professeur va à côté de lui explique de manière plus particulière, plus individuelle, ce qu'il n'aurait éventuellement pas compris, l'interroge, essaie de savoir, alors qu'en distanciel, c'est beaucoup plus difficile. Donc vraiment, ce sont des conditions qui ne sont pas idéales. Bien sûr, on s'adapte, hein. On n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter pour le bien de nos élèves, puisque c'est notre avenir et qu'on a envie qu'ils réussissent. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des conditions idéales, notamment pour les élèves qui sont les plus en difficulté. Vous parlez de votre métier avec passion, je vois, vous êtes syndicaliste aussi, parce que de mémoire très lointaine, hein, quand j'allais en classe, j'avais un petit peu l'impression que certains professeurs disaient, bon, pas les travailler à ces enfants et puis pas embêter nous. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Je crois que les choses évoluent beaucoup. En tout cas, ce n'est pas du tout ma manière de concevoir mon métier. Je ne crois pas que ce soit la manière de concevoir du métier de l'immense majorité de mes collègues. Je crois qu'on est des gens passionnés par la jeunesse déjà. Je crois que pour enseigner, il faut aimer les jeunes.
Il faut aimer les jeunes, il faut croire dans notre jeunesse. Donc, j'ai l'impression que ces choses-là évoluent beaucoup et qu'on est vraiment à l'entière disposition de nos élèves. Et je crois qu'ils savent aussi, hein, naturellement, hein, comme partout. Hein, il y a de ceux qui sont moins engagés que d'autres, mais comme dans toutes les professions. Mais en tout cas, dans ma classe, celui qui n'a pas envie de faire, il n'ira certainement pas au fond. Il ira justement devant, il viendra devant et je voudrais avoir un regard sur lui. Ils me connaissent, mes élèves, hein, c'est comme ça chez moi. Vous dites ça là, je vois l'image. Toi, au fond, tu viens devant, terminé. Et tu dors pas sur la table, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais voilà, quoi. Je crois qu'on a vraiment envie que toute la jeunesse martiniquaise puisse accéder à des examens, puisse penser à leur avenir, parce que les choses sont difficiles. Et on le voit aujourd'hui avec la tension sociale qu'il y a. Alors justement, cette tension, je ne sais, bon, est-ce que vous avez une idée de quand ça se terminera, puisque vous êtes aussi syndicaliste? Est-ce que vous... On n'a strictement aucune idée. Hein. Je rappelle quand même que toutes les questions qui sont liées, et la principale question qui a amené cette tension sociale ne concerne pas l'éducation nationale. Il n'y a pas de passe sanitaire dans l'éducation nationale. Il y a quand même l'obligation vaccinale. Pour certains, il y a certaines personnes qui sont concernées dans l'éducation nationale, les infirmières scolaires et les psy-EN. Les infirmières scolaires sont dans une organisation syndicale que l'on appelle le SNICS FSU, qui s'en charge et qui accompagne les collègues. Et nous, à l'intérieur du SNES, on a les psychologues de l'éducation nationale, celles que l'on appelle les psy-EN. Je dis celles parce qu'il y a une majorité de femmes, et que l'on accompagne aussi, avec qui on échange régulièrement sur les difficultés qu'elles rencontrent par rapport à l'obligation vaccinale. Mais il faut savoir aussi, et ça tout le monde ne le sait pas, qu'il y a aussi d'autres personnels qui sont concernés par l'obligation vaccinale dans l'éducation nationale, notamment les agents qui nettoient les pièces dans lesquelles sont les infirmières et les personnels qu'on considère comme les personnels de santé. C'est du personnel de l'éducation nationale ou de la CTM? Alors, les agents sont des personnels de la CTM, mais par contre, les psy-EN sont des personnels de l'éducation nationale qui sont syndiqués au SNES. Et les SNICS, les infirmières sont pour la plupart syndiquées au SNICS, qui est un syndicat des infirmières et qui dépendent de l'éducation nationale. Donc, elles sont aussi concernées par cette obligation. Elles sont aussi concernées par cette obligation. Et elles risquent d'être renvoyées. Tout à fait, suspendues. Oui. Suspendues, selon la décision. C'est-à-dire que nous militons pour que l'État, en fait, leur propose une fonction différente, en fait. Parce qu'il y a aussi cette étape-là qu'il ne faut pas négliger. Avant d'arriver aux choses les plus graves, les suspensions, etc., il faut que l'État étudie toutes les possibilités qui sont en sa possession pour pouvoir proposer autre chose à ces personnels-là. Donc, bien évidemment, il y a la loi, mais il y a aussi une application qui est extrêmement difficile en Martinique. Et vous avez l'impression que le ministre qui est en Martinique était aussi en Guadeloupe, vous avez l'impression qu'il entend ce genre de choses? Non. Clairement, non. Clairement, non. On n'en a pas l'impression. On a quand même entendu les déclarations. C'est quelque chose de très problématique. Il faut dire aussi que derrière, il y a quand même une épidémie qui est mortelle. On voit quand même que les chiffres sont en train de remonter chez nous. C'est vraiment très compliqué. C'est un problème très complexe qui n'est pas aussi simple que oui et non. C'est un problème très complexe. On voit que l'épidémie est en train de repartir. On voit que, on recommence à avoir des morts que l'on connaît, de jeunes, sans comorbidité. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Et franchement, je suis très circonspecte quant à tout ça. Oui. Vous n'avez pas franchi de barrage pour aller travailler, madame? J'ai la chance de travailler à Fort-de-France, d'habiter Fort-de-France. Mais par contre, mon établissement scolaire, les cours sont suspendus, donc parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne peuvent pas accéder au lycée et énormément de collègues non plus qui ne peuvent pas accéder au lycée. Vous avez un logement de fonction, vous êtes juste... Non, je n'ai pas de logement de fonction, il est à ma charge. D'accord. Non, je parlais de la proximité avec votre école, je me suis dit, peut-être que vous êtes dans... Non, je n'ai pas cette chance. Mais en tout cas, je n'habite pas très loin de mon établissement scolaire. Ouais. Mais il y a un vrai problème
d'accessibilité du lycée pour les élèves et pour les professeurs. Et quand c'est possible, je me rappelle la semaine dernière, par exemple, dans la plupart des classes, il y avait 2 ou 3 élèves. Comment on fait quand il y a 2 ou 3 élèves? Parce qu'on fait cours, en fait, quand on a 2 ou 3 élèves. On fait cours et ceux qui ne sont pas à la maison, est-ce qu'on considère que le cours est fait? Est-ce qu'il n'est pas fait? Ça entraînait énormément d'inégalités entre les élèves, entre les classes aussi. C'est le professeur d'histoire qui est là dans cette classe-là, mais qui n'est pas là dans l'autre classe. Est-ce qu'il y a une égalité? Et c'est dans ces conditions que beaucoup de chefs d'établissement ont décidé de suspendre les cours, eu égard à ces difficultés-là, pour pouvoir permettre une relative égalité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, avec tous les problèmes Internet que l'on a, c'est une vraie relative égalité entre les élèves de cette académie. En tout cas, merci beaucoup, Madame Vertal, d'être venue à Zouk Télévision. Une dernière question qui n'a peut-être pas directement rapport avec l'éducation nationale. Vous avez entendu le ministre, depuis la France, proposer, pas l'indépendance, mais l'autonomie. Est-ce que ça vous a interpellé? Oui, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que il y a une lutte en ce moment des organisations syndicales contre un certain nombre... La législation, en fait, il s'agit de ça. Et qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce que l'État répond? L'autonomie, ça veut dire quoi, en fait? Je trouve que c'est un manque de respect aussi par rapport à la lutte qui est en train de se faire et qu'il ne s'agit pas de ça. Sur cette question-là, il ne s'agit pas de ça. Et puis, l'autonomie n'est pas quelque chose qui concerne les organisations syndicales, notamment de la santé, puisque c'est essentiellement elles qui sont devant. Donc, ça ne concerne pas seulement ces personnes-là, ça concerne l'ensemble des populations de la Martinique et de la Guadeloupe. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui concerne un corps de métier. Donc, je trouve ça assez peu respectueux d'envoyer ce signal-là comme une espèce de chantage vis-à-vis de nos territoires. Je rappelle aussi que nos territoires sont la richesse de la France, que les zones économiques spéciales, par exemple, la géopolitique, par exemple. Donc, à un moment, il faut aussi qu'on considère nos territoires comme des territoires importants et pas seulement la France comme étant celle qui distribue ses largesses. Non, ce n'est pas acceptable. Ce sont des questions peut-être sur lesquelles il faut que l'on discute, mais par contre qui concernent l'ensemble du peuple martiniquais et l'ensemble du peuple guadeloupéen. Oui, c'était peut-être pour faire diversion? Je pense. Profondément, je pense qu'il s'agissait de faire diversion et qu'il s'agit encore une fois, malheureusement, de posture. Parce que derrière, il n'y a pas eu de rétropédalage du gouvernement. Depuis qu'il a dit ça, le gouvernement monte sur scène là-dessus. En tout cas, il y a quand même une levée de bouclier en France concernant ce qui a été déclaré par le ministre. Tout à fait. On entend beaucoup de partis qui s'emparent de ce sujet. Mais ce sont des gens qui se présentent aux élections présidentielles, c'est peut-être pour ça. Voilà, nous sommes dans une période pré-électorale, donc la chose est qu'il faut se positionner, mais il faut faire quand même très très attention à ce qu'on veut. Et puis peut-être aussi que je considère que ces moments de tension ne sont pas les moments idéaux pour pouvoir discuter de ces choses-là, parce qu'on peut décider de choses parce qu'on est fâché. Oui. Et qui peuvent nous porter préjudice. Donc, il faut que les choses se calment et à un certain moment peut-être, si c'est la volonté du peuple martiniquais et du peuple de Guadeloupéen de s'en saisir de cette question, qu'on s'en saisisse, mais dans le calme, pas dans les moments actuels. On peut regretter un certain nombre de choses que l'on ferait sous l'énervement. Ou la colère. Ou la colère. Merci beaucoup, Madame Vertal Loriot, d'être venue à Zouk Télévision. Vous êtes secrétaire académique du SNES Martinique. Exactement. Merci, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV.